Poutine, le dirigeant russe, consacre 40% de son budget national à la défense, à l'armée et à la guerre. Donald Trump nous demande d'augmenter jusqu'à 5% du PIB. Ce n'est pas le point sur lequel je lui donnerai tort. Les Européens se sont endormis, François Bayrou. Je lui donne tort de renverser les lois qui faisaient que nous vivions en paix. Je lui donne tort de faire de ses alliés des adversaires et des ennemis. Et je lui donne tort de rendre le monde plus insécurisé qu'il ne l'était, plus dangereux qu'il ne l'était. Et un jour ou l'autre, tout cela se verra de manière éclatante. Mais nous sommes devant une question, nous les Européens, qu'est-ce que nous faisons ? Je pense qu'il faut être extrêmement prudent avec les termes qu'on utilise. Surtout quand on est le président de la République, le chef des armées d'une nation, qui est une nation qui compte en Europe et dans le monde. Elle a une voix singulière, nous avons l'arme nucléaire, et je pense que ça doit nous faire peser nos mots. Est-ce que la Russie, depuis 3 ans et à l'évidence plusieurs années, constitue une menace pour la sécurité de l'Europe et les intérêts et désintérêts français ? À l'évidence, la réponse est oui. Est-ce qu'il faut donner le sentiment d'une réaction excessive et inquiéter les Français en leur expliquant que potentiellement ils vont se retrouver eux-mêmes en situation de faire la guerre avec une autre puissance nucléaire? Je pense que c'est un petit peu dangereux et un petit peu excessif. Trump, c'est, et c'est ce que j'ai touché du doigt toute cette semaine à Washington, Trump, c'est le président des États-Unis et c'est l'expression de la volonté d'une majorité des Américains. Les Américains, aujourd'hui, c'est le peuple ne veulent qui lui a plus... demandé le désengagement par rapport à l'Europe. Vous dites c'est sa feuille de route. Ils considèrent que pendant longtemps, et on ne peut que leur reconnaître d'une certaine manière qu'ils ont raison, ils l'ont voulu aussi, mais en tous les cas, ils considèrent que pendant longtemps, les Européens n'ont pas assez assumé l'effort de se défendre par eux-mêmes, qu'on ne pouvait pas demander... nous, 500 millions d'Européens, à 300 millions d'Américains, de nous défendre des menaces qui pouvaient toucher notre continent tout entier. Et donc, ils ont décidé de dire aux Européens, débrouillez-vous. Et je crois qu'aujourd'hui, notre devoir, c'est de prendre la mesure de ce moment de l'histoire. Nous ne sommes pas en train de vivre un moment ordinaire, on est en train de vivre un renversement. Et si on n'y prend pas garde, encore une fois, ce renversement, si on ne se relève pas de notre torpeur, si on ne se réveille pas, ce renversement signifiera le décrochage de l'Europe. Le monde dans lequel nous avons vécu depuis la guerre, le monde de la force de la loi, est passé dans un autre monde qui est la loi du plus fort. Désormais, si vous avez les moyens, si vous avez l'armée, si vous avez l'aviation, si vous avez toutes les menaces que la guerre moderne a réunies, alors vous pouvez conquérir le voisin. Si on ne voit pas à quel point ceci est un déstabilisateur de toute la vie de la planète, on voit rien. Le choix des armes, il ne peut être que souverain. Parce qu'on ne peut pas parler d'Europe de la défense quand aujourd'hui, une grande partie des pays européens achètent du matériel américain. Donc sur ces 800 milliards qui ont été annoncés, c'est très beau sur l'affichage. On parle de 150 milliards d'euros de prêts aux États, et de 650 milliards d'euros d'argent souhaité, d'argent qui pourrait être mobilisé par les différents budgets nationaux. Bon, d'abord, je dois vous rappeler que le contexte budgétaire français, il est extrêmement restreint. Et que tant qu'on ne fait pas des économies, tant qu'on n'allège pas la mauvaise dépense publique, on ne peut pas redonner de la vitamine à la bonne dépense publique qui concerne la sécurité, la santé, la défense et le fonctionnement de nos services publics. Donc, je pense que la compétence de la défense doit rester dans le giron de l'État. Il dramatise, oui, mais c'est depuis le début. Oui. Depuis le début... dans quel but ? On nous menace de voir les chars russes sur les Champs-Élysées. Voilà, tout ça est fou, mais le pire est que nous n'en assumons pas les conséquences. Parce que soit c'est vrai, à ce moment-là, il faut faire la guerre. Si Poutine, c'est Hitler, si la menace russe, aujourd'hui, est de même nature que l'était la menace allemande en 1939, il faut faire la guerre. On ne fait pas la guerre par procuration. La guerre par procuration, d'abord, c'est ignoble, puisqu'on fait tuer les autres à votre place, et ensuite, ça ne fonctionne pas. Donc, si vraiment nous sommes en danger, directement mis en danger par la Russie, il faut aller faire la guerre. Il faut déclarer la guerre à la Russie et aller faire la guerre. Voilà. Alors maintenant, il faut poser la question aux Français, voulez-vous aller faire la guerre à la Russie ? La réponse est non. Nicolas Sarkozy l'avait posé ainsi, moi j'en ai souvent parlé aussi,
La question est, voulons-nous faire la guerre à la Russie? Bon, si nous ne voulons pas faire la guerre à la Russie, il faut en tirer les conséquences. Il faut essayer de trouver le chemin de la paix. Emmanuel Macron est fort et dur avec Poutine, et docile et faible avec Tebboune. Quand l'Algérie, le régime algérien plutôt, a du sang sur les mains, parce que c'est à cause du régime algérien qui refuse de reprendre ses ressortissants que des citoyens sont morts sur le sol français, à Mulhouse, il y a quelques jours de cela. C'est à cause du refus de l'Algérie de coopérer sur les questions migratoires que notre pays est aujourd'hui vulnérable face aux risques terroristes. Et donc, notre devoir, sur les mains de bien sûr, notre devoir, c'est de réagir à cela. Monsieur Macron, il nous met tous dans une situation intenable. Premièrement, c'est lui qui, après des années où il a expliqué toute la journée que c'était de la faute de la France, a radicalement changé en déclarant que le Sahara occidental était une partie marocaine. Il a quand même validé le voyage officiel de Rachida Dati, ministre de la Culture, dans un déplacement dans le Sahara occidental. De la même manière, il a validé la politique sur l'immigration de M. Bayrou et de M. Macron, et tout d'un coup, il les lâche en race campagne, alors que nous avons une situation mais alors comment vous expliquez tout cela ? C'est du double langage. Et le double langage, sur un tel dossier, quand on est attaqué et que le ministre de l'Intérieur est lui-même ciblé par le régime. Eh bien voilà, c'est encore le énième péché d'orgueil. Oui, je pense à Boualem Sansal en particulier. Oui, je pense à ce grand écrivain qui a 80 ans, qui est malade, qui est retenu dans les geôles algériennes, et c'est insupportable. Que faites-vous pour faire libérer ? Je dis, nous avons des accords super privilégiés. Des accords super privilégiés, ça impose un vrai respect. Réciproque dans les deux sens. Ça commence par le respect des accords. Mais il y a d'autres questions. Le gouvernement algérien a développé contre la langue française, contre la culture française, des politiques extraordinairement agressives. Notamment dans les écoles privées algériennes. Est-ce que c'est normal pour des pays qui ont ensemble des accords super privilégiés? Et c'est pas moi qui vais oublier que les gouvernants ont naturellement le souci du respect qu'on leur doit, de la manière dont on doit s'adresser à eux. Ça n'est pas du bras de fer que nous devons chercher, mais nous devons chercher à préciser la portée des accords que nous avons et ce que ces accords signifient en termes de respect réciproque. C'est ça ce que j'ai défendu et c'est ce que je crois absolument nécessaire. Nous sommes en faveur de la libération de Boualem Sansal. Nous avons d'ailleurs déposé des amendements dans ce sens. La résolution que vous évoquez, elle ne parle pas simplement de la libération de Boualem Sansal, que je redis nous soutenons. Elle vise à une montée des tensions avec l'Algérie en menaçant l'accord entre l'Union européenne et l'Algérie. Et j'observe que d'ailleurs les socialistes et les écologistes qui nous donnaient des leçons au Parlement européen pour ne pas avoir voté la résolution pour les mêmes raisons, ne l'ont pas voté à l'Assemblée nationale, précisément en dénonçant cette montée des tensions qui, je pense, ne sera pas le meilleur moyen de ramener Boualem Sansal en France et de le libérer, ce que je souhaite.